écoutez, peut-être on va commencer. Alors, si vous permettez, vous voulez dire un mot, Madame Carvard, avant de... Non, non, allez-y, allez-y. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et désolée d'être à distance. Je dois enchaîner derrière sur d'autres réunions virtuelles, donc c'était plus pratique de rester au bureau. Bien sûr. Donc, je vous passe évidemment la parole pour introduire la séance à laquelle je participe avec beaucoup de plaisir. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore une fois. Et je vais faire, si vous me permettez, une présentation un petit peu rapide de votre parcours en me tenant uniquement au parcours professionnel. Pour le reste, on peut trouver sur les réseaux sociaux professionnels votre riche parcours. Et à titre personnel, je dois vous dire que vraiment, je trouve que vous avez un parcours qui est enfin, j'ai une admiration pour votre parcours parce qu'il est très varié et voilà, et c'est un bel engagement. Alors, pendant le temps où vous avez été conservatrice en chef à la BNF, vous avez passé une thèse de doctorat en histoire et sociologie des sciences à l'université Paris-Diderot et École Polytechnique. Puis, vous avez été une collègue enseignante en sociologie des organisations au CELSA. Voilà, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Jusque-là, c'est bon. Vous avez aussi un engagement syndical de premier plan, puisque vous avez été secrétaire national CFDT et aussi membre de la commission exécutive confédérale. Et en 2012, vous changez d'horizon, puisque vous devenez inspectrice générale des affaires sociales à l'IGAS, donc une nouvelle vie qui s'ouvre à une nouvelle carrière. Vous y restez 4 ans. Et en 2016, vous entrez au ministère du Travail comme directrice adjointe du cabinet du ministre. Depuis 2018, enfin, on arrive à la période actuelle qui est bien riche, j'imagine, puisque vous êtes délégué du gouvernement auprès de l'OIT. Vous avez été, c'est votre deuxième mandat de ce point de vue-là. Vous êtes aussi chef de file travail-emploi pour les G7 et G20. Et puis, ce qui nous amène à votre intervention d'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Alliance Suisse.7. Mais là-dessus, évidemment, je ne vais rien dévoiler puisque vous allez nous présenter des choses. Et on va vous écouter avec une grande attention, car évidemment, le travail forcé, le travail des enfants, ce sont des thèmes qui sont au cœur des relations, enfin, au cœur de l'action de l'OIT, et c'est évidemment cher au cœur de la FOIT. Donc, vous avez la parole et un grand merci. Merci beaucoup pour cette introduction, cette entrée en matière. Je suis ravie effectivement d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter l'OIT, agence spécialisée de l'ONU sur les questions liées au travail, qui réunit depuis plus d'un siècle maintenant les représentants des gouvernements, des employeurs, des travailleurs, ce qui fait son originalité dans le paysage onusien de tous les continents, pour négocier, adopter des normes internationales du travail, puis, et j'insiste là-dessus, puis de les contrôler dans leur application. Donc, j'ai été nommée déléguée du gouvernement français auprès de l'OIT par décret du Premier ministre, comme vous l'avez signalé en juin 2018. Cette fonction qui était interministérielle jusqu'à présent, travail, affaires étrangères, vient d'être élargie au ministère aussi de solidarité et santé pour les questions de protection sociale qui sont aussi très présentes aujourd'hui dans l'agenda de l'OIT et qui consiste aussi à élaborer donc les positions du gouvernement français au conseil d'administration de l'OIT, mais aussi dans ses différentes instances officielles, commissions, organes de contrôle, car je suis aussi depuis quelques mois maintenant, membre du comité de la liberté syndicale de l'OIT qui statue sur les plaintes et réclamations des partenaires sociaux à l'égard des infractions aux 2 conventions fondamentales du travail qui sont la Convention 87 sur la liberté syndicale et la Convention 98 sur le droit de la négociation collective. J'exerce ces responsabilités en consultation régulière avec les partenaires sociaux français que je réunis en commission 144 au nom de la convention 144 de l'OIT pour le tripartisme et aussi au niveau international évidemment. Donc comme vous l'avez dit, depuis juin 2019 maintenant, presque 3 ans, je préside au nom de la France l'Alliance 8.7
qui est un partenariat mondial pour éliminer le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage contemporain. Alors, que recouvre ce sigle 8.7 ? En fait, comme vous l'aviez mis dans la lettre d'invitation, le programme des Nations Unies pour le développement durable a adopté en 2015 une feuille de route avec 17 objectifs de développement durable à atteindre à l'horizon 2030. C'est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Pour chacun de ces objectifs, de ces 17 objectifs à atteindre donc en 2030, il y a une dizaine de cibles opérationnelles qui ont été fixées. La réalisation de ces cibles fait l'objet d'un examen périodique dans chaque pays membre de l'ONU, donc en France par exemple, et au niveau mondial, au Comité économique et social de l'ONU. L'objectif de développement durable numéro 8 consiste à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée, durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Cet objectif de développement durable numéro 8 se décline en une dizaine de cibles, comme j'ai dit, et la cible 8.7 consiste à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement d'enfants soldats. Alors, tout ça, c'est à l'horizon 2030, mais pour le travail des enfants, il y a un objectif temporel intermédiaire, c'est l'année 2025. Donc, pourquoi cette année 2025 ? J'y reviendrai parce que, effectivement, pendant plus de 20 ans, on a constaté une baisse régulière de l'exploitation des enfants partout dans le monde. Or, nous allons voir que cette tendance à la baisse a été totalement modifiée ces dernières années. J'y reviendrai. Donc, pardon. Ce sera circonstanciel. Je pense qu'il y a d'armes de haute précision qui n'ont pas été très précises dans cette frappe. Je pense que Deux choses d'abord sur les. Quelqu'un a oublié d'éteindre son. C'est bon. Voilà. Voilà, donc l'Alliance 8.7 est une initiative qui a été lancée en 2016, donc à la suite de l'adoption de l'agenda 2030 par l'ONU, et elle rassemble l'ensemble des acteurs qui sont soucieux d'accélérer leurs efforts pour atteindre cette cible 8.7. Il s'agit de conjuguer les actions des gouvernements, bien sûr, des partenaires sociaux internationaux, des ONG, des réseaux d'entreprises qui sont très actifs sur ce sujet-là, et des organisations internationales comme l'OIT, l'UNICEF, la FAO pour l'agriculture, l'OIM pour les migrations et d'autres, pour créer des synergies, conjuguer les forces pour mettre fin à ces fléaux. Il s'agit donc à la fois de renforcer la mobilisation, la coordination au niveau mondial, mais aussi concrètement concentrer les efforts sur un nombre limité de pays où le risque de travail des enfants, le travail forcé est le plus élevé. C'est ainsi que l'Alliance 8.7 favorise l'émergence d'un nombre limité de pays qu'on appelle pionniers, les invite, ces pays pionniers, à établir une stratégie nationale d'accélération qui serait interministérielle et pluriannuelle, qui serait établie après avoir consulté les partenaires sociaux, les entreprises, les acteurs de la société civile, et prioritaire en ce moment. Les données, comme je vous ai dit, qui étaient collectées jusqu'à présent, jusqu'en 2016, montraient quand même une baisse continue du nombre d'enfants au travail dans le monde. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a renouvelé les estimations globales sur le travail des enfants
fin 2019. L'OIT et l'UNICEF étaient chargés de ce travail-là et ils ont mis en lumière, pour la première fois depuis 20 ans, une aggravation du travail des enfants à l'échelle mondiale. Le nombre d'enfants concernés, s'élève, alors que on était à 152 millions d'enfants. Maintenant, nous sommes à 160 millions d'enfants dans le monde qui travaillent, soit une augmentation de 8,4 millions pour les seuls enfants de moins de 15 ans en 4 ans. Et ça, c'est avant le Covid. Donc, soit on a regardé plus précisément 79 millions de ces enfants ce travail sont occupés, qui ont entre 5 et 11 ans, ils n'ont même pas 15 ans, 5 et 11 ans, sont occupés à des travaux dangereux, 6,5 millions au cours des 4 dernières années dans les secteurs des mines, de la pêche, ou quand ils travaillent dans des secteurs d'activité plus de 43 heures par semaine, ce qui, évidemment, les prive de toute possibilité de scolarisation. Les travaux dangereux qui sont exercés par des enfants si jeunes les excluent, comme vous pouvez imaginer, non seulement de l'école, mais portent atteinte aussi à leur état de santé et entravent leur développement physique et psychique. Cette situation, comme vous pouvez imaginer, pourrait encore s'aggraver fortement en raison des pertes d'emploi et de la diminution des revenus des familles vulnérables à la suite de la pandémie et la fermeture des écoles. L'OIT et l'UNICEF redoutent une hausse encore du nombre des victimes du travail des enfants de 9 millions d'ici fin 2022. Donc, on peut craindre qu'au rythme actuel de progression et sans effort supplémentaire, la communauté internationale ne parviendrait pas à relever le défi dans les délais exigés par l'agenda 2030. Alors, au-delà du travail des enfants, le travail forcé qui concerne les adultes comme les enfants oblige aussi 25 millions de personnes dans le monde à travailler dans des conditions dégradantes du fait de la servitude pour dette, de l'abus de vulnérabilité. 16 millions sont exploités dans le secteur privé, principalement au titre du travail domestique, dans le bâtiment, dans l'agriculture. 4 millions sont soumis au travail forcé imposé par les pouvoirs publics. Ça peut comprendre certaines formes de travail pénitentiaire, abusif, l'imposition aussi systématique de travaux obligatoires à une ethnie particulière pour des raisons politiques, culturelles ou religieuses. C'est le cas des Ouïghours en Chine, par exemple. Et les nouvelles estimations du nombre de victimes de travail forcé que nous attendons pour juillet 2021 pourraient venir détériorer les chiffres qui datent de 2016. Donc, pour inverser ces tendances globales, l'Alliance 8.7 agit dans les pays où ces réalités sont les plus concentrées, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie et en Amérique latine. À ce jour, on peut compter 25 pays pionniers, principalement des pays en voie de développement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, là où le travail forcé, le travail des enfants est le plus présent. Et moi, quand j'ai pris la présidence de l'Alliance 8.7, j'ai estimé que les pays dits développés devaient aussi s'engager concurremment aux pays avec les pays en développement pour changer la donne au niveau mondial. Parce que si ces phénomènes demeurent marginaux à l'intérieur de nos pays, nous devrions peser encore plus de tout notre poids pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement de nos entreprises multinationales et dans les commandes publiques de nos administrations. C'est ainsi que la France et les Pays-Bas sont devenus pays pionniers de l'Alliance 8.7. Ils seront rejoints prochainement par l'Allemagne et donc nous serons 3 pays développés aux côtés des pays en développement pour lutter contre ces fléaux de façon plus insistante et plus consistante dans les quelques années à venir. Alors la question qui m'est posée en général à ce niveau-là, c'est de savoir est-ce que effectivement des situations de travail des enfants, de travail forcé ou de traite existent sur notre territoire national? Eh bien oui. Même si c'est sans commune mesure avec d'autres pays, cette réalité n'en est pas moins
inacceptable. L'enquête que réalise le ministère de l'Intérieur sur les 3500 victimes de traite des êtres humains qui sont repérées par les associations, par exemple, en 2020, montre que des adultes et des mineurs sont exploités quotidiennement en France, 68% à des fins de prostitution, 18% forcés à travailler, 11% à commettre des délits et 3% à mendier. Le ministère du Travail aussi a recensé en 2020 431 interventions de l'inspection du travail relatives à l'emploi des mineurs, 546 en 2021, et en chiffres cumulés sur les 5 dernières années, le ministère de la Justice décompte plus de 35 000 cas d'infractions de traite, de travail dissimulé, de réduction en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude en France. Donc, comme vous voyez, la traite des êtres humains existe en France. Ça concerne majoritairement l'exploitation sexuelle, grandement facilitée par les outils numériques. Mais parallèlement, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, alerte régulièrement maintenant sur l'émergence de demandes de protection internationale en lien avec la traite à des fins d'exploitation par le travail. Donc, encore une fois, c'est beaucoup la servitude domestique, l'esclavage moderne, mais nous avons aussi des formes combinées d'exploitation sexuelle et d'exploitation par le travail, notamment dans le cadre familial ou dans des réseaux organisés. Donc, pour cette raison-là, parce que il y a marginalement, certes, mais il y a des formes de travail forcé, de travail des enfants sur notre territoire, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement de nos entreprises multinationales, dans notre commande publique, nous avons estimé qu'il fallait élaborer un dossier de candidature de la France pour devenir un pays pionnier et accélérer nos efforts, donner l'exemple en la matière. Alors, comment nous avons élaboré ce dossier de candidature? Nous avons d'abord mené des consultations préalables avec les partenaires sociaux, et nous avons 3 ministres se sont placés en première ligne sur ce sujet-là, la ministre du Travail bien sûr, mais aussi le ministre délégué chargé du commerce extérieur, car nous avons aussi une vigilance à exercer dans nos accords commerciaux avec les pays tiers pour qu'ils ne fassent pas appel au travail forcé, au travail des enfants dans leur production. Et aussi, enfin, le secrétaire d'État chargé de l'enfance. Donc, tous les 3 ministres ont adressé une demande au directeur général de l'OIT pour devenir pays pionnier. Ça a été le point de départ d'un processus très riche de dialogue, de construction collective qui a mobilisé pendant 7 mois une centaine de parties prenantes françaises, européennes et internationales, qu'on a réuni en 5 groupes de travail. Un groupe de travail qui était dédié au réseau d'entreprises, un autre aux partenaires sociaux, un 3e aux organisations européennes et internationales, 4e groupe de travail, les associations et les ONG spécialisées, et enfin un 5e groupe de travail a réuni nos administrations compétentes en la matière, 9 ministères, et la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF. Donc, vous voyez que nous avons réuni un large spectre de parties prenantes. Nous avons ensemble réalisé un travail de diagnostic partagé, de recensement de ce qui se fait en France. Puis, nous avons conçu une planification des actions à mener que nous avons souhaité être ancrées dans le concret et délimitées dans le temps. Alors, la phase de recensement a montré qu'au plan normatif, par exemple, notre législation se trouve en plein accord avec les conventions européennes et internationales en vigueur. Au plan international, dans le cadre diplomatique, coopératif et dans nos accords commerciaux, le gouvernement mobilise activement les instruments de lutte contre le travail des enfants, le travail forcé.
et que par ailleurs, nous avons adopté une dizaine de plans d'action interministériels et pluriannuels qui ont directement ou indirectement trait à la détection et la protection de populations vulnérables. Nous avons aussi mis en évidence le travail des entreprises privées qui se mobilisent dans le cadre de la loi 2017 relative au devoir de vigilance. Les partenaires sociaux ont d'ailleurs manifesté leur volonté de s'investir dans la mise en œuvre de cette législation. Toujours, les partenaires sociaux s'impliquent aussi en parallèle dans les accords cadres européens et mondiaux qui portent sur le respect des normes fondamentales du travail par les grands groupes français tout au long de leur chaîne de valeur. Les ONG, les associations ont montré tout le travail qu'elles mènent sans relâche sur le terrain pour soutenir et protéger les victimes qu'elles identifient. Et nous avons vu aussi que l'action de terrain et la coopération de tous avec les pouvoirs publics était un élément indispensable pour l'élimination de toutes ces formes d'exploitation sur le territoire français et à l'échelle mondiale. Maintenant, après tout ce satisfecit, nous avons aussi identifié, grâce aux rapports qui nous sont rendus au niveau européen et international sur l'application des instruments que nous avons adoptés, mais aussi le travail de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui suit la mise en œuvre de ces actions sur le territoire français. Nous avons identifié quand même des lacunes, des domaines dans lesquels il faut accélérer nos efforts, conjuguer nos forces pour aller de l'avant. Donc, à partir de ces marges d'amélioration que nous avons recensées, nous avons défini 3 priorités. Chacune de ces priorités est déclinée en 10 actions concrètes. Alors, pour donner des exemples, par exemple, nous outillerons l'exercice du devoir de vigilance de nos entreprises et de nos administrations pour détecter, combattre le travail des enfants et le travail forcé, en créant un centre de ressources et d'information sur les pays où ils s'approvisionnent, avec des guides de bonnes pratiques, une méthodologie d'identification des risques. Nous produirons aussi des contenus de formation pour les futurs décideurs politiques ou économiques en faisant appel aux experts de l'École nationale de la magistrature ou de l'Institut national du travail, l'INTEF. Nous allons aussi redoubler nos efforts pour progresser dans la détection, la prise en charge des victimes sur notre territoire et nous nous engagerons enfin à promouvoir un instrument législatif de qualité pour exercer la vigilance au niveau européen et à inclure des clauses sociales exigeantes dans les accords de commerce et d'investissement que nous contractons avec des pays tiers. Dans le domaine propre au ministère du Travail, notre stratégie nationale d'accélération propose plus précisément d'associer l'inspection du travail aux efforts d'identification précoce qui sont conduits par la mission interministérielle contre la traite, de conclure une convention avec les partenaires sociaux pour faire remonter les informations aux entreprises ou encore de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre la traite des êtres humains en mobilisant d'une part les services de l'inspection du travail, mais d'autre part aussi les services de l'autorité européenne du travail qui s'est mise en place. Nous avons aussi prévu un suivi de la mise en œuvre de notre stratégie nationale d'accélération. 7 mois après le lancement du processus, les 3 ministres que j'ai cités au départ ont signé la stratégie nationale d'accélération que nous pouvons mettre à votre disposition, qui est disponible en ligne le 9 novembre 2021. Et cette stratégie prévoit une évaluation de la mise en œuvre à intervalles réguliers par un organe dédié qui s'appelle le Forum France Pays Pionniers de l'Alliance 8.7, qui rassemblera sous ma responsabilité les représentants de l'ensemble des parties prenantes que j'ai citées au départ et qui ont participé à l'élaboration de la stratégie. Donc le même esprit de dialogue que nous espérons constructif devra y être appliqué. La France, par ailleurs et en parallèle, se soumettra
aux mécanismes d'évaluation qui sont propres aux pays pionniers de l'Alliance 8.7 et qui font l'objet d'une présentation annuelle en marge du forum politique du Conseil économique et social des Nations Unies à New York. Dans ce cadre, dès juillet 2022, nous rendrons compte de notre action. Ce sera une marche à blanc, car nous n'avons pas encore assez de recul, pas encore une année d'existence, mais c'est important que nous participions à cette démarche. Et dernière chose, depuis que nous avons adopté notre stratégie nationale, 6 pays pionniers, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, mais aussi l'Albanie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont tenu une conférence virtuelle dans le cadre de la présidence française de l'UE, auxquelles ont participé les gouvernements, les partenaires sociaux, les ONG, les universitaires, pour échanger nos bonnes pratiques. Les ministres du Travail des 6 pays, de même que le ministre français du Commerce et de l'Enfance et la commissaire européenne au partenariat international ont rappelé en ouverture de cette conférence leur engagement politique pour réaliser la cible 8.7. Donc là, un premier pas est franchi pour traduire en actes cette coopération nord-sud entre pays pionniers auxquels je tenais beaucoup et que j'ai souhaité propulser à l'Alliance 8.7. Donc vous pouvez, je mettrai à disposition le lien pour consulter le document La stratégie nationale d'accélération, qui se trouve aussi bien sur le domaine solidaritésanté.gouv.fr que sur le domaine travail-emploi.gouv.fr, et les 5 cahiers de contribution, parce que les 5 groupes de travail, administration, réseau d'entreprises, partenaires sociaux, ONG et organisations internationales et européennes ont produit 5 cahiers de contribution extrêmement riches qui sont communicables aussi sur demande. Évidemment, nous pourrions les mettre à votre disposition si vous souhaitez les regarder de plus près. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très complet et qui reflète bien la gravité du thème, notamment celui du travail des enfants. C'est vrai qu'avec la ratification universelle de la Convention 182, on avait un formidable espoir qui, comme vous l'avez dit, est en train d'être un peu douché à la fois depuis 2019 et aussi du fait de la pandémie, bien sûr. Donc, vous avez montré beaucoup de pistes concrètes, c'est plus essentiel que jamais. Et puis, je retiens d'ores et déjà de votre exposé le fait que la France bien qu'elle préside l'Alliance 8.7, n'est pas une donneuse de leçons, qu'elle s'est impliquée dans le monde des pays pionniers et qu'elle veut aussi regarder ce qui se passe chez elle. Donc, c'est effectivement une approche qui paraît à souligner. Je voulais, alors après, je passerai évidemment la parole à l'assistance pour des questions et des compléments d'information. Je voulais savoir un petit peu vous demander si vous pouvez préciser en quoi le fait d'être membre de l'ONU impose ou pas de répondre à l'Alliance 8.7. Quel est les liens entre les deux? Oui, très bien. En fait, si vous voulez, l'Alliance, les membres de l'ONU sont des États membres. Donc, il y a un collège des gouvernements au sein de l'Alliance 8.7. Actuellement, l'Alliance 8.7 comprend 400 partenaires. C'est énorme, mais c'est pas forcément un gage de succès, car il faut les animer. Ces 400 partenaires, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement, car nous connaissons, comme beaucoup d'organisations de partenariat de ce type, une forme de crise de croissance. Nous avons un organe de gouvernance, en revanche, qui s'appelle le comité de coordination globale, qui réunit un collège des gouvernements. C'est principalement des gouvernements donateurs qui interviennent en projet de coopération dans les pays tiers, et des ONG, les partenaires sociaux internationaux, des réseaux d'entreprises et des organisations internationales et régionales. Donc, cet organe de gouvernance apporte, regarde, analyse
les plans d'action que chacun des pays pionniers a développés et regarde comment on peut créer une synergie autour de ces pays pionniers. Ça, c'est comment on peut apporter des financements, comment on peut apporter de l'expertise, comment on les aide à faire aboutir leur démarche de production d'un plan national d'action en réunissant toutes les parties prenantes autour de leur projet. Donc ça, si vous voulez, c'est le travail de terrain. Par ailleurs, si vous voulez, nous faisons aussi un exercice de cartographie pour regarder où les pays donateurs donnent et sur quels projets, car nous avons aussi constaté qu'il y avait parfois des superpositions de financement sans que les uns et les autres sachent qu'ils interviennent dans le même pays sur le même sujet, et parfois des trous dans la raquette, car personne ne s'est intéressé à un pays particulier qui a fait une demande de financement. De la même façon, nous réalisons une cartographie aussi des interventions des organisations internationales dans les pays pour pouvoir aussi les coordonner. Et enfin, nous produisons de la connaissance. Notamment, nous avons produit, par exemple, pour vous donner un exemple, un guide extrêmement intéressant qui fait le point sur le travail des enfants, le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est un guide méthodologique et de données qui a été produit par l'OIT, l'OCDE, l'OIM, l'UNESCO, sont mis ensemble et ils ont produit ce guide qui est très utile pour bien cerner le sujet. Dernier point, l'Alliance 8.7 produit les estimations globales. Donc, la France, par exemple, cofinance avec d'autres pays la production de ces données au niveau mondial. C'est pas une simple affaire. Il faut faire des enquêtes dans beaucoup de pays, faire des extrapolations à partir de ces enquêtes. Le Covid, par exemple, a rendu assez difficile la collecte de données sur le travail forcé, car les enquêteurs ne pouvaient pas se rendre dans les pays, donc ça s'est passé beaucoup par téléphone, ce qui aussi pose des problèmes méthodologiques, etc. Donc, vous voyez, toutes ces affaires-là, l'Alliance est ouverte à tous les pays onusiens, mais heureusement que tous les pays de l'ONU n'adhèrent pas à l'Alliance parce que nous ne serons pas en mesure d'animer une telle assemblée. Néanmoins, nous avons aussi des clauses sur le travail des enfants, des clauses de revoyure au niveau international, car il y a une conférence internationale sur le travail des enfants qui se réunit tous les 4 ans. Donc, nous en sommes à la 5e édition de cette conférence internationale. La dernière a eu lieu en Argentine et celle à venir au mois de mai va avoir lieu à Durban, en Afrique du Sud. Et c'est le moment où, effectivement, la communauté onusienne, à ce moment-là, se penchera sur cette question du travail des enfants. Nous sommes en train de travailler sur un call to action, un appel à action, avec derrière des modalités de suivi, des plans qui se mettent en place pour réaliser les objectifs de cet appel à action. C'est à ce niveau-là que l'ONU la présence onusienne a un sens, pas au niveau de l'Alliance 8.7 qui doit rester, on va dire, une cavalerie légère quelque part pour venir en aide dans des pays particuliers. Nous avons quand même réussi à créer une dynamique en Amérique latine. Car ce que vous devez savoir, c'est que si on a un différentiel en aggravation de 8,4 millions d'enfants supplémentaires qui travaillent, c'est le différentiel entre les progrès réalisés en Amérique latine et en Asie et l'aggravation en Afrique dans le continent africain. Donc, il y a des progrès en Asie, il y a des progrès en Amérique latine, il y a une aggravation de la situation en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'apporter un soutien particulier au continent africain. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ces éclairages de l'intérieur, il n'y a que vous qui pouvez nous les apporter. Et on voit bien à quel point les actions sont concrètes.
Une dernière question pour ma part, est-ce que vous avez un objectif en termes de nombre de pays pionniers? On a compris que ce n'est pas le nombre qui compte, mais plutôt la possibilité d'agir sur le terrain. Mais est-ce qu'on se fixe quand même d'ici 2030 un nombre de pays pionniers? Écoutez, nous nous sommes toujours dit qu'une trentaine de pays pionniers serait un bon score. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui aussi sur quelque part un rendu compte, un accountability de ces pays pionniers, car maintenant certains sont rentrés dans le tuyau depuis quelques années. Et donc, ce que nous essayons déjà de bien structurer, c'est comment on fait le suivi de ces pays pionniers pour nous assurer que il n'y a pas eu juste un tampon pays pionnier qui a été décerné et derrière pas d'action et pas de mise en œuvre du plan d'action. Donc, nous travaillons beaucoup plus aujourd'hui à la structuration et à l'approfondissement du travail que à l'extension au-delà de ce que nous sommes. Donc, je pense que un chiffre de 30 pays pionniers serait vraiment extraordinaire si nous arrivions à faire plus de petits, on va dire, en Afrique que dans les autres continents, car c'est là où effectivement la situation est la plus préoccupante. D'accord. On va regarder les questions qui sont dans le chat et on va vous les poser. Merci. Voilà. À la prochaine fois de faire une autre organisation pour. J'ai une petite, peut-être, une question. Ah, mais Catherine Mann a une question en attendant. Oui. Merci, cher Anouché Carvar, de cette présentation et qui témoigne bien de ton implication. De notre côté, tu sais qu'on fait un challenge d'étudiants et le sujet, justement, a été porté et étudié par plusieurs universités et revient chaque année, ce qui témoigne donc de l'intérêt aussi des jeunes et ce qui est plein d'espoir. Moi, j'avais une question pratico-pratique et je sais pas si c'est dans tes cordes. Des fois, sur une certaine ligne de métro, on voit ce qui s'apparente quand même fortement à de la traite de gens paralysés, handicapés, ou aussi d'enfants qu'on force effectivement à mendier ou autre chose. Est-ce que il y a un numéro de téléphone pour prévenir? On voit les Mercedes qui arrivent au bout de la ligne, qui déposent les gens, et parfois il y a les souteneurs qui sont au bout de la rame, qui surveillent un peu tout ça. C'est toujours pour moi très très choquant. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce il faut appeler la police? Est-ce qu'il y a un numéro spécial? Et voilà. Alors je sais pas si c'est un point sur lequel tu vas répondre, mais c'est un point que j'avais à cœur de soulever. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend 2-3 questions et je réponds d'un coup? Et si vous voulez, il y a aussi Benoît Lopez qui parlait du travail sexuel, notamment des enfants, et demandait si c'était la famille qui poussait à ce genre de travail, pire forme de travail des enfants. Est-ce que vous voyez ça à partir de statistiques que vous auriez ou pas? Voilà. Je vois 2 autres mains qui sont levées. Est-ce qu'on prend ces 2 questions aussi? Oui, on va les prendre. On va les prendre. Alors, il y a Anne-Catherine Cudenec et l'autre, c'est la CLTT et Didier Haute. Voilà. Alors, bon, on va faire dans l'ordre de l'écran. Donc, Anne-Catherine Cudenec. Oui, en fait, j'ai pas véritablement des questions, mais je voulais faire quelques commentaires suite à l'intervention d'Anouché. De notre côté, en tout cas, on est tout à fait satisfait de cette initiative française qui a abouti et qui nous paraît être extrêmement important dans la mesure où focaliser ces problèmes-là sur des pays
auxquels on ne penserait pas au départ, qui sont des pays européens, est une excellente manière justement de porter à la connaissance de tous ces sujets. Donc ça, je souhaitais le mettre en avant. Et puis aussi, je voulais mentionner que pour notre part, on a beaucoup apprécié la façon dont le dossier a été monté et justement, comme le disait Anouché, la participation des parties prenantes aux travaux et d'autant plus que les organisations syndicales souvent sont laissées un petit peu de côté sur ces problématiques. C'est un sujet qu'on met régulièrement en avant dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, où il y a un manque très clair de la sollicitation des organisations syndicales dans les processus, en particulièrement lors de l'évaluation des risques. Et les risques de travail forcé au travail des enfants sont évidemment très présents dans les entreprises multinationales et dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc c'est un point que je voulais mettre en avant. Et puis pour un côté plus pratique peut-être, notre organisation est extrêmement attachée au traitement de ces sujets dans la mesure où les cadres et l'encadrement peuvent être directement en contact avec ces problématiques-là quand ils ont à gérer justement un approvisionnement dans des pays ou tout simplement à s'assurer que sur le territoire français, on ne fait pas appel justement à des entreprises qui utilisent soit des enfants, soit le travail forcé sous un certain nombre de formes. Donc je crois que ces sujets-là sont importants à traiter et doivent aussi être traités dans l'entreprise, parce que quelque part c'est l'entreprise qui peut avoir un premier champ d'action dans la chaîne d'approvisionnement qu'elle est amenée à gérer. Donc c'était simplement le focus que je souhaitais mettre en avant, et peut-être voir aussi la façon dont dans la suite du processus on s'attache véritablement peut-être à prendre des actions concrètes sur des champs dont on sait qu'il y a des risques accrus de traitement de traite ou de travail forcé pour arriver, comme on disait, à éradiquer en particulier le travail des enfants d'ici 2025. D'ici 2025, c'est vraiment demain, et je crois que peut-être justement un focus sur les entreprises pourrait être un point d'entrée pour accélérer justement cette stratégie. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage et sur la collaboration avec les partenaires sociaux. Didier Hoth. Oui, merci Président et bonjour à Anouché Carvin. Je pense que le sujet aujourd'hui est particulièrement passionnant. Ma première question, c'était sur la collecte des données, mais Anouché y a en partie répondu. Parce que la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire que les pays qui sont particulièrement touchés par ce phénomène, celui du travail des enfants, n'ont peut-être pas forcément intérêt à être très transparents sur le phénomène. Donc, quand on collecte des informations, quelle sécurité a-t-on sur leur sincérité et comment est-ce qu'on peut les recouper et les revérifier? Alors, bon, bien sûr, je pense à une conférence que nous avions organisée, nous, à la FOIT, qui se passait à Amiens, précisément sur le sujet. Et nous avions visionné un travail fait par un vidéaste sur le travail des enfants en Bolivie, si ma mémoire est bonne. Et ce qui avait été assez surprenant, c'était de voir que la réaction du gouvernement bolivien avait été, disons, un peu tiède, mais au moins avait indiqué qu'il était contre le travail des enfants. Ceci étant, on nous avait expliqué dans ce documentaire, eh bien, que les enfants avaient constitué un syndicat et qu'ils demandaient la reconnaissance de ce syndicat, d'où évidemment une très grande perplexité et du gouvernement, donc du président, j'ai oublié son nom, mais vous voyez tout de suite qui c'est, et puis en plus le fait que ces enfants avaient envoyé une délégation à l'OIT
et que, ma foi, ils avaient eu beaucoup de mal à trouver un interlocuteur. Donc, je veux dire, ça suppose bien sûr tout ça suppose bien sûr des opérations de contrôle, de collecte des données, mais aussi de détermination, je dirais, d'une politique, c'est-à-dire vis-à-vis de tels phénomènes, quelles sont les procédures que l'OIT et bien sûr le gouvernement français souhaitent mettre en place pour, sans accabler le gouvernement qui sera concerné par ce phénomène, être sûr quand même qu'on s'engage bien dans une pratique, disons, vertueuse de combat du travail des enfants. Merci. Merci beaucoup Didier. On va prendre la dernière question de Nathalie Cagneux, de la CFDT. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, pour être pays pionnier, est-ce qu'il y a des prérequis, à savoir, par exemple, ratifier la totalité des conventions de l'OIT qui concernent ces sujets-là? Je pense notamment à la convention 189 sur le travail domestique, qui, si mes connaissances sont toujours d'actualité, n'a toujours pas été ratifiée par la France. Pour des raisons que nous avons bien compris, on avait stipulé ça au CESE dans l'accord, dans l'avis sur les métiers du domicile, et on n'a pas vu, franchement, la suite arriver. Donc, si ces prérequis-là ne sont pas exigés pour les pays pionniers, ça semblerait assez curieux, même si on comprend bien que c'est difficile. Et puis j'ai un deuxième sujet. Dans la commission santé, très récemment, on nous a demandé d'écrire sur les conséquences de l'arrivée des réfugiés d'Ukraine, qui sont essentiellement des femmes et des enfants. Et nous nous sommes posé la question de savoir si la France était outillée pour faire face à d'éventuelles dérives suite à l'arrivée de ces personnes sur ces questions-là, justement, notamment le trafic sexuel, etc., parce que il semblerait qu'il y ait une réputation de ces sujets-là, notamment en Ukraine, et on s'est dit peut-être qu'il faudrait être plus vigilant que d'habitude sur l'afflux en quantité de ces personnes qui vont arriver. Merci beaucoup. Anoucheh Karvar, vous avez la parole, bien sûr. Merci beaucoup pour ces questions qui sont quand même très intéressantes et très complètes. Sur la question du numéro vert, la question que Catherine a posée, effectivement, nous sommes en train de réfléchir à créer un numéro vert. Et ça reboucle avec ce que Nathalie vient de dire sur la situation des réfugiés ukrainiens, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Qui sont quand même très exposés, hein, avant même d'arriver en France. Parce que ceux qui arrivent en France sont les moins exposés, on va dire. Très exposés à ces questions-là. Donc, nous sommes en train de travailler sur un numéro vert. Ce numéro vert nous a été demandé de façon très formelle, aussi par des gens, par exemple, qui reçoivent, j'attire votre attention sur ce sujet-là, qui reçoivent, par exemple, des livreurs chez eux. Qui amènent à manger ou des paquets et se rendent compte visiblement qu'il s'agit de mineurs. Et c'est pas seulement des mineurs étrangers. Donc effectivement, on nous a demandé s'il y avait un moyen de faire des signalements, etc. Donc on est en train de travailler sur un numéro vert sur cette question-là. La plupart des pays développés ont des numéros verts, avec d'ailleurs un travail derrière d'interprétariat de plusieurs langues pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. On l'avait pas mis précisément dans les actions, mais on a mis la question de la détection et de l'identification en première ligne. C'est une demande des ONG, des associations. Après, il y a des réseaux d'ONG et d'associations qui sont maintenant connus, y compris par les victimes. Je parle en premier lieu de Caritas, Secours catholique Caritas, car ils sont très très actifs en ce moment sur l'Ukraine, mais aussi d'autres associations françaises qui sont comme la Strada International, etc., qui sont en fait, ou CCEM, Comité contre l'esclavage moderne, qui ont des ramifications pratiquement dans tous les pays
ou au moins dans les pays à risque, et qui mènent un travail considérable et qui sont aujourd'hui sous l'eau avec l'Ukraine. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants qu'on a lâchés pour leur sauver la vie sur les sentiers de l'exil, mais aussi des femmes et des enfants, donc des populations vulnérables à tout point de vue sur ces questions-là. Sur la question de l'exploitation sexuelle et la famille, c'est un sujet complexe que je ne connais pas bien. Je dois dire, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et notamment dans les cahiers de contribution des ONG, des associations. La question de l'exploitation sexuelle est très couverte, on va dire, en France, par les pouvoirs publics. Depuis que le secrétaire d'État à la protection de l'enfance et des familles s'en est chargé, mais aussi dans les ONG associations. Ce qui est moins couvert, c'est la traite à des fins d'exploitation par le travail. On nous dit, comme on a cette dichotomie très claire en France entre l'exploitation sexuelle et l'exploitation par le travail, on estime que la prostitution n'est pas un travail. Les experts internationaux et européens qui regardent un peu comment on met en place les instruments internationaux et européens nous reprochent un peu d'être faibles sur la détection de l'exploitation par le travail. Je vous renverrai sur l'exploitation sexuelle, sur le cahier de contribution qu'on peut mettre à votre disposition, mais aussi vers des associations qui sont quand même très spécialisées sur la question, qui ont une véritable expertise à vous apporter sur le sujet. Je suis d'accord avec Anne-Catherine sur le rôle des entreprises, le fait que les entreprises françaises ou multinationales peuvent faire la différence effectivement dans cette lutte contre le travail des enfants, le travail forcé. On met à leur disposition de l'information, là on va faire sur les secteurs et les pays les plus à risque. Il y a sans doute aussi, et c'est un appel que je lance aux organisations syndicales et aux organisations patronales, d'être quand même beaucoup plus présents sur ces sujets-là et plus en demande de travail commun avec les entreprises sur ces questions-là, car ce que nous disent aussi les entreprises, c'est qu'elles se sentent un peu démunies en termes de méthodologie et de moyens de faire. Or, nos organisations syndicales et patronales ont aussi on va dire des homologues, des partenaires dans les pays du Sud. Et c'est seulement en ce rapprochement que nous faisons aujourd'hui entre pays pionniers du Nord et du Sud, je pense, devrait aussi se traduire par un rapprochement et un travail en commun entre les organisations syndicales des pays du Sud et des pays du Nord, entre les organisations patronales des pays du Sud et des pays du Nord, pour pouvoir effectivement prendre à bras le corps le sujet. Vous avez raison sur la collecte des données. C'est un travail délicat, difficile à faire. On a mis en place des méthodes pour contourner l'absence de données. On n'est pas toujours on ne réussit pas ça toujours très bien. C'est pour ça qu'on appelle ça des estimations et pas des statistiques, car effectivement, on rencontre ce problème de données. Un des éléments sur lesquels on apporte un soutien aux pays pionniers, c'est justement sur la collecte des données. Donc, on estime que on peut aussi les outiller sur ce sujet-là. Vous avez parlé du syndicat des enfants, c'est vrai, ça existe en Amérique latine depuis des années. Il y a des enfants qui se sont organisés en syndicat, qui estiment que, en fait, on ne peut pas mettre fin au travail des enfants, donc il faut apporter des améliorations à leur sort. Et ils ont un cahier de revendications assez fourni sur la rémunération, sur la possibilité de concilier le travail avec l'école, etc. C'est vrai que ça crée de l'émotion, on va dire. L'OIT ne sait pas comment les prendre. Les organisations syndicales au niveau international sont vent debout contre. C'est un phénomène, il faut en tenir compte. Nous allons les rencontrer. Moi, je les verrai pour la première fois à Durban
quand j'y serai au mois de mai à la conférence internationale, parce qu'ils viennent en délégation pour revendiquer leur place et leur voix. Il faut sans doute donner, et là, ça nous met aussi, parce que c'est un sujet que nous abordons beaucoup à l'Alliance 8.7, c'est quelle voix offrir, voix VOIX et OIX, aux survivants et aux témoins et aux victimes. Et la question, la voix des enfants pose question. Est-ce qu'on les fait parler une fois qu'ils sont adultes, car il faut qu'ils aient le discernement nécessaire pour analyser leur parcours et parler sans pression? Est-ce qu'on donne la parole aux enfants quand ils sont enfants? C'est des sujets délicats, difficiles, sur lesquels nous n'avons pas des réponses simples à apporter. En revanche, là où les réponses peuvent être beaucoup plus carrées, c'est sur les raisons profondes qui poussent les familles à faire travailler leurs enfants, qui poussent les enfants à travailler, qui sont la pauvreté, l'absence de protection sociale, l'absence d'accès à l'école. Et là, nous avons les moyens d'agir. Si nous agissons sur ce qu'on appelle les causes profondes, les root causes, comme on dit en anglais, les causes profondes du travail des enfants, du travail forcé, là aussi, nous pouvons, dans ce cas-là, créer un environnement qui ne soit pas propice au travail des enfants. Parce que, évidemment, un élément qu'on ne met pas beaucoup en avant pour ne pas les stigmatiser, c'est que le continent africain, aujourd'hui, est le siège principal de l'aggravation des chiffres. C'est aussi parce qu'il y a une démographie galopante. Et à côté de cela, il y a le fait aussi que ces pays se développent. Donc, il y a des industries qui arrivent, des chaînes d'approvisionnement qui se terminent dans ces pays-là. Et les parents vont travailler sur les chaînes et les enfants s'occupent de l'agriculture de subsistance. Donc, il y a même un partage, une division du travail qui se fait dans la cellule familiale. Et on ne peut régler ce problème-là que si on apporte de la nourriture à la famille, qu'on apporte des salaires suffisants aux familles, des revenus suffisants, qu'il y ait des formes de protection sociale qui prennent les mêmes formes que chez nous, des allocations familiales qui viennent quand même protéger les enfants du travail pour les envoyer à l'école. Sinon, on serait donneur de leçons. Et d'ailleurs, les pays en développement ne se privent pas quand ils ne font pas assez d'actions pour mettre fin à ces phénomènes-là, de nous le rappeler. Donc, il faudrait quand même qu'on se prémunisse de ça. Et pour se prémunir de ça, il faut d'abord ne pas avoir de position manichéenne sur la question, mais aussi attaquer les raisons profondes du travail des enfants et du travail forcé. Sur la ratification de toutes les conventions, c'est une exigence de devenir pays pionnier. Il faut ratifier des conventions fondamentales. Et les conventions fondamentales en la matière sont les 4 conventions sur le travail des enfants et le travail forcé. C'est ça l'exigence. Donc les autres conventions viennent après. Vous faites bien, on a beaucoup parlé de la convention 189. Je suis ravie de savoir que vous avez donné un avis que dans l'avis sur les métiers du domicile, vous en ayez parlé. Il faudrait rouvrir ce dossier. Vous savez qu'il y a des conventions collectives qui entrent en contradiction avec la convention. Il y a moyen de surmonter cela. Pour l'instant, on n'a pas ouvert, mais c'est un des chantiers que nous avons promis d'ouvrir pendant la stratégie nationale, car le sujet vient en permanence et il faudrait un jour crever cet abcès et voir comment effectivement on peut régler ce problème. Merci beaucoup. Je vois qu'Anne-Catherine Budneck a souhaité lever la main et réagir peut-être.
Oui, deux réactions. La première concernant les propos d'Anoucheh sur le fait que les entreprises se trouvaient un petit peu démunies du fait que les organisations syndicales n'étaient pas forcément disposées à intervenir. Je crois quand même que sur ce sujet-là, les entreprises ont des moyens que les organisations syndicales n'ont pas forcément. Donc je pense que c'est à elles en premier de solliciter. Et je crois que quand on peut être sollicité, les organisations syndicales jouent leur rôle. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on étudie les plans de vigilance des entreprises, on voit bien que c'est pas la préoccupation première de consulter les organisations syndicales. Donc, je pense que là, il faut très clairement, nous aussi d'ailleurs, qu'on forme nos militants à ces sujets-là, peut-être, parce que je pense que là aussi, il y a peut-être pas suffisamment de formation, mais les représentants des salariés font aussi avec les heures de délégation dont ils disposent et qui ne sont pas forcément suffisantes depuis la réforme du droit du travail sur le sujet. Donc ça, c'était le premier point. L'autre concerne justement la partie ratification et la partie concernant les travailleurs domestiques. C'est un sujet qui va être abordé lors de la prochaine conférence internationale du travail dans une discussion générale. Et je pense que là, ça va être intéressant de voir la façon dont ces sujets seront évoqués. Nous avions, en tout cas pour notre part, CFE-CGC, apporté une contribution lors de l'examen de ces conventions-là et du rapport que la France a fourni sur ces conventions-là à l'OIT. Nous avions fait une contribution et en tout cas, nous ne manquerons pas de la porter une nouvelle fois cette année à Genève. Voilà. Merci beaucoup à Anoucheh Carvar pour ses réponses claires et franches. Et on a compris que le dossier de la ratification de la 189 est rouvert. Est-ce qu'il y a encore des intervenants ou des intervenantes qui souhaiteraient réagir, poser des questions? Vous avez un certain nombre de ressources en ligne dans le chat, fournies à la fois par Madame Carvar, Madame Dupuis. N'hésitez pas. Visitez aussi le site de l'Alliance 8.7. Voilà, notamment. S'il n'y a pas de réaction, non, sans regret. Alors je vais en profiter pour rappeler quelques dates. D'abord, puisqu'on en a parlé, la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants à Durban, ce sera du 16 au 20 mai. Et vous pouvez assister à énormément de choses en ligne, énormément de travaux en ligne. C'est très simple. La 110e CIT, ce sera du 27 mai au 11 juin. Le 13 juin, il y a la 345e session du conseil d'administration. Et puis, last but not least, évidemment, l'AG de la FOIT le 17 juin. Et vous êtes tous extrêmement chaleureusement conviés à notre AG. Il me reste à remercier vraiment Anoucheh Carvar pour ce moment extrêmement intéressant en raison de la gravité des sujets qui sont traités, mais vous voyez que les choses avancent et c'est certainement quelque chose à relayer. Il faut, en ces temps difficiles, souligner ce qui va bien et ce qui avance. Voilà, je vous laisse la parole pour le dernier mot, Anoucheh Carvar. Juste pour vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de présenter ce travail collectif auquel évidemment les partenaires sociaux français ont apporté une pierre précieuse. Et redire aussi l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble et à se former à ces questions-là, notamment ce que Catherine disait sur le prix étudiant. Nous travaillons aujourd'hui avec des étudiants en journalisme, des étudiants en droit sur ces questions-là. Il y a un intérêt considérable pour ces questions. Je suis aussi intervenue à HEC auprès de futurs décideurs économiques pour les mobiliser sur ces questions-là. Je pense que apporter l'information, donner les chiffres pour montrer l'étendue de la question, etc., c'est une manière aussi de faire avancer les choses. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci, Madame Carvar. Merci, à bientôt. À bientôt.
Bonne journée à tout le monde et merci de votre participation. À bientôt.